Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. Albert de Pétigny a fondé avec sa sœur Aline des éditions Pour Penser, maison d'édition jeunesse indépendante et engagée située en Val-de-Loire. Dans cet épisode, il raconte son aventure d'éditeur indépendant. Comment ce projet a pris forme, comment ont été choisis les auteurs, comment ils se sont fait connaître et comment, en s'alliant avec d'autres, ils se sont donné des moyens proches de ceux des grands éditeurs parisiens. J'ai pensé que son histoire vous intéresserait, d'une part parce que les éditions Pour Penser portent des valeurs et des idées que nous partageons au sein du podcast Entre là. Ouverture aux autres, accueil des émotions, non-violence, éducation respectueuse de la dignité des enfants, intention de faire face aux difficultés avec lucidité pour les surmonter et les transmettre. D'autre part parce qu'avec Aline et tous ceux qui ont œuvré avec eux, ils ont réussi à donner vie à un projet dont la viabilité, la rentabilité économique n'était pas garantie, non seulement à court terme, mais aussi à long terme. En effet, Albert nous raconte aussi, dans fin d'épisode, ce qu'il a mis en place avec Aline pour assurer la pérennité des éditions Pour Penser, en étant de moins en moins présent. Notre conversation s'est ensuite poursuivie sur le projet actuel d'Albert, dont nous parlerons dans un prochain épisode, la semaine prochaine. Chère auditrice, chers auditeurs, le podcast Entre là et cet épisode sont pour toi. Bonne écoute, Entre là. Bonjour Albert, merci beaucoup d'être avec moi et avec nous sur le podcast Entre là aujourd'hui. Bonjour Gaëlle, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on discute depuis déjà quelques semaines et là ça fait plaisir d'être en mode podcast. Ça y est, on y va. Ça y est, c'est parti. Alors tu as fait plein de choses dont on va parler ensemble aujourd'hui, une maison d'édition, plein d'autres projets qui forment à la fois un parcours de vie qui peut être intéressant à écouter pour les uns et les autres, donner des idées. Et puis aussi une réflexion sur la vie qui m'intéresse beaucoup et que j'avais envie que tu puisses partager avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'avant qu'on démarre dans le vif de tes sujets, tu veux te présenter pour qu'on fasse tous connaissance? Ah, c'est toujours... Présenter rapidement, quoi. Ouais. Allez, je vais te dire que je suis un papa de 3 enfants qui, à 25 ans, ne pensait pas du tout être papa un jour, qui est curieux de la vie et qui, à 55 ans, a un peu l'impression de découvrir la vie comme il la découvrait à 12 ans. J'imagine une grande curiosité. Ouais. Dans les choses qui m'animent, il y a la curiosité, il y a la joie. C'est vrai que quand je prends pas de plaisir à faire quelque chose, je passe à autre chose. C'est Oui. assez radical, en fait. Ouais, c'est assez compliqué de me motiver pour des choses qui ne me nourrissent pas. C'est vrai que la joie, c'est un bon indicateur de ce qui est bon pour nous. Pour moi, c'est un indicateur vraiment important, quand je regarde un peu mon chemin de vie, c'est vrai que ça fait partie des indicateurs importants. Ouais. Alors, si on prend justement ce chemin de vie, j'ai fait ta rencontre par tes livres, par ceux d'Aline et de toi, Ouais. avec les éditions Pour Penser, qui Mmh. sont une maison d'édition dont tu vas nous parler, si tu veux bien, qui parle justement pas mal des émotions, mais pas que. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, Aline et toi, de vous engager dans ce projet? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette aventure, cette maison d'édition? Alors cette aventure, c'est une aventure qui est née autour d'Aline, vraiment au départ parce qu'Aline, elle, depuis toute petite, elle a toujours beaucoup aimé dessiner et faire des histoires. Et à un moment donné, elle s'est posé la question de: «Qu'est-ce que je peux faire? J'ai des enfants à la maison, j'ai pas envie d'avoir un patron, qu'est-ce que je peux faire?» Et comme elle dessinait et qu'elle racontait des histoires,
elle est partie là-dessus. Et moi, quand on s'est assis ensemble pour travailler sur le projet de ce qui est devenu Pour Penser, elle Toi, tu avais avait... un autre job, en fait, à l'époque, hein, c'est Ouais, ça? moi Tu faisais autre chose? c'est ça. Moi, je travaillais en fait avant avec mes 2 frères sur Paris, dans le secteur de l'internet. Et là, j'arrivais à une fin sur ce projet-là. Je venais de devenir papa. Là, on est en 2000 et je venais de devenir papa et je quittais Paris et j'avais envie de me poser un petit peu. Et Aline, elle avait commencé à faire des livres dans son coin, déjà depuis 1 an, 2 ans. Et pendant cette pause entre 2000 et 2002, bah, je me suis posé la question de savoir ce que je voulais faire. Il y avait la restauration qui m'intéressait beaucoup et puis je voyais Aline qui, avançait sur son projet, d'écriture, d'auto-édition et je lui ai proposé qu'on travaille ensemble pour, faire de ce projet-là une maison d'édition et de multiplier les points de vue sur, les grandes thématiques qu'elle avait commencé à aborder dans ses livres. Et c'est, ce qui m'intéressait, c'était, qu'on puisse comme ça, multiplier les points de vue sur 3 grands axes qui sont, 1, c'est quoi être humain? 2, notre relation à l'autre et comment on fait société ensemble? Et 3, notre relation, à nous, l'humain, avec l'ensemble du vivant. Donc c'est vraiment sur ces trois grands thèmes-là qu'on a construit après la maison, le catalogue, où on a accueilli des projets d'auteurs. Ça, c'est une des caractéristiques de Pour Penser, c'est qu'en tant que maison d'édition, c'est une maison qui ne passe pas commande de sujets, mais qui accueille des projets d'auteurs. Ça a commencé comme ça, et puis ça a grandi. Donc au départ, on a fait des projets, vraiment des livres d'Aline. Ensuite, très rapidement, on a reçu des projets. Quand on a dit qu'il y avait une maison d'édition, on a reçu des projets. Il y en a quelques-uns qui nous ont beaucoup plu, notamment d'une autrice qui s'appelle Katia Belsito, qui est une Italienne et autrice illustratrice, qui est toujours au catalogue, plus de 20 ans plus tard. Et la maison a grandi comme ça, jusqu'à avoir un catalogue de à peu près 120 titres et puis plus de 80 auteurs et autrices édités. Ça a été facile ou difficile de se faire connaître, de trouver les réseaux de diffusion, de distribution, les lecteurs, tous les partenariats avec la presse, les milieux qui allaient faire connaître vos parutions? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a construit le projet en se disant, de toute façon, si ça fonctionne pas, c'est pas grave, on fera autre chose. Avec cette idée de le faire comme on le sentait. Moi, je sortais vraiment de la bulle internet où, j'étais dans ce mode, du business plan, du projet, avec, une vue à 2, 5, 7 ans, heu, des trucs très stratégiques et il y avait une forme d'envie chez moi de faire autrement et ce qui correspondait tout à fait à Aline qui, elle, est beaucoup plus dans l'intuitif, prendre les choses comme elles arrivent et donc on a construit vraiment le projet au fur et à mesure des rencontres et ce qui nous a beaucoup, beaucoup, aidé, ça a été les salons, les rencontres. Alors c'était, soit des salons du livre, soit des rencontres autour de l'éducation ou des foires bio. Là, il y avait le lien avec, les lecteurs et les lectrices, avec les familles, bah, qui nous permettait de se dire: «Bah, ce qu'on fait, ça apporte». Il y avait ce retour immédiat. Parce que l'éditeur, quelquefois, un des problèmes que peuvent avoir des éditeurs, c'est qu'ils ne sont pas en lien avec les lecteurs et lectrices. L'éditeur, est en lien avec, les auteurs et autrices et avec les libraires et a assez peu de contact avec ses lecteurs et lectrices. Alors ça a un peu changé depuis, je vais dire, une quinzaine d'années parce que justement avec internet, il y a eu beaucoup plus de contacts directs et quelquefois au détriment, justement des libraires, ça pose quelquefois des soucis de ces ventes directes. Mais pour nous, c'était important d'avoir ce lien direct et on a vu que petit à petit, quand on a fait grandir la maison, les ventes en librairie grandissaient à peu près en même temps que les ventes directes ou et que les ventes en salon et que les ventes sur le site. Donc on avait, comme ça différents réseaux de vente et à un moment donné, il s'est mis aussi en place des réseaux de vente, dans les Biocoop et tout un réseau de magasins, autour de la parentalité où, il y a eu toute cette vague aussi pendant un moment des, magasins qui faisaient des couches lavables et qui faisaient pas mal d'articles autour de la parentalité et qui ont travaillé avec nous pendant le moment où ces magasins-là, se mettaient vraiment en place. Ensuite, il y a les magasins vrac qui ont commencé.
Heu, voilà, donc on avait différents canaux de distribution comme ça pour parler, jargon, commercial, et le fait d'avoir ces différents canaux, je pense que ça a assuré un équilibre à la maison. On dépendait pas uniquement des salons, on dépendait pas uniquement de notre site Mmh. internet, on dépendait pas uniquement des libraires, et ça a permis, au moment des quand il y a eu des difficultés à différents moments, une forme d'équilibre. Difficulté, ça veut dire des moments où, ça se vendait moins bien, où vous aviez pris peut-être un petit risque sur, des parutions qui ont pas eu le succès que vous aviez imaginé, choses comme ça? Oui, il y a ça, ou ben, il y a eu aussi, mine de rien, il y a très longtemps, il y a eu la période covid où tout d'un coup, bah, il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées, et donc heureusement qu'il y avait le site internet qui était encore un peu là. Donc c'est bien d'avoir, différents canaux comme ça. Je pense que ça nous a vraiment beaucoup aidé, ouais. Alors ce projet, après avoir, travaillé beaucoup sur internet, donc tes livres, hein, pour ceux qui les connaissent pas, on est, autour d'une parentalité non violente, bienveillante, d'une communication non violente, de l'écoute des émotions. On peut dire un peu ça? Oui, ça c'est Mmh. vraiment la première, enfin, de tout premier axe que je dirais sur, déjà apprendre à se comprendre soi-même, hein, et puis à comprendre aussi comment fonctionne l'humain. Donc ça, c'est vraiment toute cette partie-là, et puis c'est vrai que c'est aussi couplé à ce deuxième axe qui est, bah, du vivre ensemble. Comment on fait société ensemble? Comment on fait famille ensemble? C'est quoi une Mmh. famille? Oui, tous ces sujets-là, et ce qui fait pendant longtemps, on éditait quasiment que des contes. Bah, j'aime bien parler d'écriture sensible. Enfin, une des manières de choisir les textes chez Pour Penser, c'est, au frisson. C'est, ce que ça nous fait quand on le lit. On n'a jamais vraiment fait de panel, de lecteurs ou lectrices comme, il peut y avoir dans d'autres maisons où, les livres vont passer par des panels pour voir, pour, comprendre, est-ce que c'est un produit qui, correspond à une Et qui cible? va marcher, qui va mais que Non, nous, on est toujours partis du principe qu'on se faisait confiance par rapport à ça. Si un texte nous touchait, nous, bah, on disait: «Bah, on n'est pas des extraterrestres, hein, si ça nous touche nous, il y a des chances que ça touche aussi d'autres personnes». Donc on est parti comme ça. C'est vraiment parti sur une sensibilité, ce qui fait que, quelque part, il y a une vraie ligne éditoriale chez Pour Penser. Il y a une et ça, on a souvent vu, c'est qu'une personne qui aimait un titre, 2 titres, 3 titres, bah, en fait, pouvait aller sur le reste du catalogue et serait pas complètement dépaysée. Par contre, c'est vrai qu'en fonction des artistes, des auteurs, on va avoir une manière d'aborder le sujet qui peut être différente, une sensibilité qui peut être différente, des graphismes qui peuvent être différents, et ça permet justement d'ouvrir aussi, le champ des lecteurs et lectrices. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, ces drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les autres totems, ces drôles de poèmes, eh bien. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as eu envie de faire autre chose? Oh, alors j'ai toujours fait autre chose. J'ai toujours fait plein de trucs en même temps. Ça fait partie de mon parcours, hein. J'ai compris, au bout d'un moment, que ma manière de rentrer en relation avec les gens, c'était souvent par des problèmes. Que ce qui me meut, c'est, de faire ensemble. J'aime bien parler, hein, tu vois? Je peux partir, longtemps à discuter, mais il y a un moment donné, ça ne me suffit pas. J'ai besoin d'action, j'ai besoin de faire, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose de palpable, et j'aime le faire avec d'autres. Je peux faire tout seul, je me suffis
défi à moi-même, hein, dans bien des choses, je ne me sens pas une obligation de faire avec d'autres, mais c'est tellement, je trouve ça tellement plus riche que oui, souvent je suis soit à lancer des projets, soit à aller sur des projets que d'autres personnes ont lancés, et puis à voir ce que je peux apporter ou comment on peut travailler ensemble sur tel sujet. Donc, j'ai toujours fait autre chose en plus de Pour Penser. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, Pour Penser, avec Aline, on s'est posé la question de qu'est-ce qui va se passer pour Penser un jour où nous, on aura envie de faire d'autres choses complètement différentes, ou que ce projet-là, c'est un projet aussi qui a accompagné nos enfants dans leur croissance, hein. Donc j'ai 3 enfants qui maintenant ont 24, 22 et 18, et c'est vrai que j'ai une relation aux enfants qui est différente aujourd'hui que celle qu'elle était il y a 22 ans quand on a il y a 22 ans quand on a lancé la maison. Entre-temps, Aline aussi est devenue grand-mère, donc ça change aussi sa relation à l'enfance. Donc ça la nourrit aussi, je pense, autrement, différemment. Et on s'était posé la question Pour Penser, qu'est-ce que ça peut devenir si nous, on s'en va? C'est pour ça qu'on a transformé Pour Penser en société coopérative, pour pas que ça dépende à 100 de nous. Que quelque part, on puisse rester en lien avec le projet de Pour Penser, mais que ce projet-là ait son autonomie. Heu, c'était c'était vraiment l'idée de départ de transformer cette maison d'édition en société coopérative. Ça, on l'a fait en 2022. Et une fois que c'est passé en coopérative, on se posait la question. Voilà, et pendant un moment, il y avait Aline qui pensait quitter la coopérative. Puis finalement, c'est moi qui ai quitté la coopérative dans le plan. Alors, quitter la coopérative, non, quitter l'équipe opérationnelle. Voilà, je reste dans la coopérative, mais j'ai quitté l'équipe opérationnelle en juillet 23. Donc c'est une SCOP, c'est ça, hein? Alors, c'est une SIC, une société coopérative collective. La différence avec une SCOP, c'est donc une société coopérative de production. Dans une SCOP, c'est principalement les personnes qui travaillent au sein de la société, et un peu d'autres personnes. Dans une SIC, c'est donc une société coopérative d'intérêt collectif. L'idée, c'est de rassembler des personnes autour d'un projet commun, et justement de faire projet commun, d'avoir un intérêt collectif ensemble. Donc une SIC souvent se compose doit se composer à minima de 3 types d'associés, qui sont les personnes qui travaillent sur le projet, donc qui peuvent être les salariés ou les producteurs, parce qu'on peut avoir des SIC par exemple avec des producteurs qui seraient des agriculteurs. Et cette SIC-là produirait, son objet, ça serait de valoriser la production des agriculteurs à travers une légumerie, par exemple, une conserverie. Donc au départ, il y a les producteurs ou les salariés. Un deuxième type d'associés, ce sont les personnes qui vont bénéficier de ça. Donc ça pourrait être, si je continue avec la légumerie, ça pourrait être des cantines ou des restaurants, ou même des familles. Et puis, il faut au moins un autre type d'associé, qui peut être des personnes qui viennent en soutien, ou ça pourrait être une commune, par exemple, qui vient, parce qu'une SIC a cette particularité de pouvoir intégrer des acteurs publics. Donc nous, on a créé une société coopérative d'intérêt collectif autour des projets éditoriaux, avec donc d'un côté les auteurs et autrices, les lecteurs et les lectrices, les personnes qui sont dans le projet en tant que salariés, ou qui peuvent travailler aussi de façon non salariée, mais vraiment au cœur du projet. Les personnes qui sont plutôt sur la fabrication et la diffusion de ces projets-là. Donc on va retrouver les imprimeurs, des libraires, des personnes qui vont proposer nos livres autour d'elles. Et puis, une dernière catégorie d'associés qui est des personnes qui ne se retrouvent pas dans ces catégories-là, mais qui veulent aider le projet parce que ce projet-là leur parle. Et donc, l'idée, c'est d'avoir comme ça ces 5 catégories-là au service d'une même cause, d'un même objet. Oui, donc ça vous fait un bel écosystème qui peut participer vraiment à la durée du projet, avec des gens qui C'est ça. s'entendent suffisamment bien pour pouvoir œuvrer ensemble. La clé, c'est l'humain. Hein. La clé, c'est l'humain. La clé, c'est de réussir à faire en sorte que ces personnes-là
s'aiment suffisamment, se nourrissent suffisamment les unes les autres et aient envie de travailler ensemble sur ce projet commun. Donc c'est des aventures qui sont pas toujours simples, hein. Là, la cycle de Pour Penser, donc elle a 2 ans pour l'instant. Elle est encore, en balbutiement. Les collèges sont pas complètement, alors d'ailleurs, on n'a pas voulu appeler ça des collèges au sein de Pour Penser. Ça s'appelle des guildes. C'est vrai que collège, ça faisait un peu trop scolaire. Donc ça s'appelle des guildes. C'est un Ce côté un petit peu clin jeu. d'œil à l'informatique où tu étais avant. Ouais, non, le guild, c'est surtout Aline. Moi, mon collège ne me gênait pas, mais je lui parlais bien, donc on est parti sur guild. Et bon, il y a un côté jeu de rôle aussi dans les guildes. Donc voilà, on est parti là-dessus. Et donc, bah, c'est de l'expérimentation encore, parce que des maisons d'édition en société coopérative d'intérêt collectif, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui en France, il y en a peut-être une dizaine. Quand on a lancé le projet en 2002, il y en avait 8. Donc, ouais, peut-être une quinzaine aujourd'hui. Je ne suis pas exactement l'actualité du nombre de cycles qui se créent régulièrement, mais c'est un format que de plus en plus de personnes trouvent intéressant pour l'édition. Oui, ça semble intéressant pour, des écosystèmes quand tu à fonctionner ensemble. Puis après, ça va dépendre de la gouvernance que vous mettez autour et puis des gens, quoi. Et alors, donc pour penser, ça je comprends, hein, ça a grandi, en fait, a grandi avec vos enfants. Après, vous avez envie un petit peu de faire autre chose. Donc vous continuez à le suivre et puis il y a des personnes qui sont plus, engagées dans le quotidien de la maison d'édition, c'est ça? Mmh. Et aujourd'hui, en fait, tu t'es lancé, je crois, dans Homo sapiens et Pico Libris avec 2 L. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ce que c'est? Puis, peut-être s'il y a d'autres choses entre les 3, n'hésite pas. Oui, alors je vais tout de suite, sur le Colibris, qui est le collectif Libris. Ça, c'est une association qu'on avait créée il y a maintenant une grosse dizaine d'années, 12 ans, je crois. L'idée, c'était de rassembler les structures éditoriales en Pays de la Loire, faire une association d'éditeurs en Pays de la Loire. Et donc il y avait déjà d'autres associations, régionales d'éditeurs comme ça qui existaient, en France. Il y avait dans les Hauts-de-France, il y en avait, dans le sud aussi. Et donc cette association, on l'a commencé avec 6 autres maisons d'édition et puis aujourd'hui, c'est une association qui compte, une cinquantaine de structures éditoriales en Pays de la Loire. Et en 2021, ce qui s'est passé, c'est, pendant le Covid, on a eu le temps d'échanger entre toutes ces, associations régionales et on a décidé de créer une fédération des associations régionales, des structures éditoriales indépendantes. Ce qui est très intéressant parce que, jusqu'à présent, il n'y avait pas, au niveau national d'instances qui pouvaient regrouper ces structures indépendantes. Il y a d'un côté, le syndicat national de l'édition qui est donc un syndicat qui regroupe, des maisons d'édition donc au niveau national, mais quand tu regardes les structures éditoriales qui sont dedans, c'est en grande majorité des marques, en fait, qui appartiennent aux 4 grands groupes éditoriaux. Donc qui sont déjà très organisés, grande majorité, qui sont, en région parisienne et les quelques éditeurs qui sont en région, qui sont au SNE, bah, c'est pas toujours simple pour eux d'être sur les réunions de travail, d'avoir vos chapitres. SNE, c'est Syndicat national de l'édition, c'est ça? C'est quand même le syndicat national de l'édition, ouais, le SNE. Et par exemple, sur les 53 éditeurs indépendants qui sont présents dans le Colibris, il y en a 3 qui sont au SNE. Et ça, c'est à peu près pareil quand on prend d'autres associations en région. Il y a vraiment une minorité de ces structures-là qui sont présentes au SNE. Donc ça permet d'avoir un autre point de vue sur l'édition en France, alors avec des structures qui sont effectivement nettement plus petites et qui vendent moins de titres que les structures qui sont dans le SNE, mais ce sont des structures qui ont également un fort impact sur leur territoire, qui vont souvent justement être présentes sur des salons, qui vont faire beaucoup de choses avec les auteurs et les autrices dans des manifestations, qui vont être en lien avec les librairies sur les territoires. Et tout ça, c'est encore très invisibilisé. Il y a très peu de données qui remontent en fait au niveau national. Donc l'idée de la fédération, c'est d'imaginer des indicateurs et de faire remonter comme ça de l'information que au niveau national, au niveau donc, du CNL, qui est l'équivalent du CNC, mais pour le livre, le Centre national du livre, et puis pour le ministère de la Culture, d'avoir une image un peu plus complète
de l'édition en France. Et donc pour ça, on a mis en place on est en train de mettre en place en fait un outil de gestion pour l'édition indépendante qui va se nourrir donc de, ces- de ce que la fédération peut imaginer en termes plus politiques et de vision. Et là, on construit un ERP, on utilise des gros mots, un ERP, donc un logiciel De gestion intégrée. qui va répondre aux besoins de ces structures indépendantes. Donc, pour ça, on est parti d'un outil open source qui s'appelle Dolibar et on construit des briques métiers pour répondre à ces besoins-là. Cet outil-là, on le propose dans une société coopérative d'intérêt collectif qui est en cours de création. Et l'idée, c'est à la fois de répondre aux besoins de ces structures-là qui n'ont pas aujourd'hui véritablement d'outils métiers et en même temps de rassembler de la donnée, puisque on va proposer ça, cet outil-là va être disponible pour tout de suite plusieurs centaines de structures éditoriales. Et en utilisant cet outil-là, les structures éditoriales vont créer de la donnée qu'on va pouvoir ensuite synthétiser et avoir une sorte de tableau de bord de l'édition indépendante en France et de produire comme ça suffisamment d'informations pour qu'au niveau national, au niveau du ministère de la Culture, il puisse se dire: ah, effectivement, là, l'édition indépendante, il y a le versant économique, mais il y a également un versant plus d'impact sur les territoires en termes de lien social, en termes de diffusion de la culture, qui est intéressant. Et là, on peut voir comment on peut construire des politiques culturelles qui soient adaptées aux acteurs présents. Oui, donc ça vous rend visible, ça permet de communiquer avec les outils qui existent pour avoir un peu le meilleur des technos et des savoir-faire tout en étant indépendant et pas en appartenant à un groupe qui pourrait avoir une politique très business qui ne correspondrait pas à vos enjeux et à vos désirs, quoi. C'est ça. Et moi, ce que j'aime bien, ce qui m'amuse beaucoup, c'est mon côté un petit peu bidouilleur, un peu hacker, c'est de me dire, on n'est pas gros, donc il faut être malin. Ce qui fait la force des groupes, c'est justement les synergies qu'ils peuvent créer entre leurs différents départements, entre leurs différentes marques. Et si nous, on réussit à créer à travers cette société coopérative d'intérêt collectif que va être Oclibris, des outils qui vont permettre à des structures indépendantes de mieux se connaître, même à distance, et de repérer, par exemple, qu'elles utilisent les mêmes formats de livres ou qu'elles pourraient mutualiser peut-être un peu de diffusion en dehors des schémas habituels. Donc, de voir comment, comme ça, à la marge, on peut favoriser ces synergies et puis être malin, quoi. Et donc ça m'intéresse beaucoup, de voir comment, en se rassemblant, on peut être, et en cultivant nos différences, on peut être finalement aussi puissant que des gros qui ont, eux, tout intégré. Et là, en plus, tu utilises tout le savoir-faire que tu as partagé dans vos livres sur la relation humaine. Ça peut faire un lien. Oui, oui, oui. Après, c'est vrai que oui, c'est vrai qu'on se nourrit de nos expériences. Donc, oui, oui, ce projet-là, forcément, se nourrit de mes 20 ans d'édition en Pays de la Loire. Oui, de tout ça. Puis je veux dire, même au niveau du contenu de ce que vous avez partagé dans vos livres, moi j'en ai acheté plein avec mes enfants quand ils étaient petits, enfin qu'on a lu, relu et relu encore. Et donc il y en a que je connais par cœur. Et c'est quand même aussi beaucoup d'expérience sur les vivre ensemble. Donc il y a peut-être des choses enfin je trouve que c'est intéressant qu'il y ait un écho entre ce que vous avez écrit et ce que vous avez vécu. Parce que parfois il y a des écarts. Ouais, alors oui, oui, oui. Mm. Alors, forcément, il y a des écarts. On n'est pas. J'aime bien le mot cohérence, mais c'est vrai que des fois, on n'est pas cohérent, hein. Et puis, on est dans une société qui, par moment, voilà, c'est pas toujours simple de réussir à être à la fois. Je vais prendre un exemple très, très concret. J'aime bien l'informatique libre. J'aime bien les outils open source. Bon, il y a des fois, c'est vrai que un Mac avec un OS qui fonctionne bien sur certains plans, c'est bien pratique. C'est vrai que ça m'arrive d'utiliser Zoom. C'est vrai que et à côté de ça, j'essaye aussi de faire attention à développer des pratiques qui soient les plus vertueuses possibles en utilisant des outils open source au maximum. Et on n'est pas toujours parfait. Et puis des fois, voilà,
on va faire des petits à côté, quoi. Oui, puis je pense que l'idéal de cohérence, c'est un peu un idéal. C'est vrai qu'on essaie de l'être au maximum, mais en même temps, si on était tout le temps très, très cohérent, on serait complètement filé. Parce qu'on évolue par petits écarts qui rentrent dans notre cohérence à nous, ou qui permettent de se Oui, repositionner. Mais ouais, ouais. Et puis, ouais, moi, il y a toujours cette question de, quelque part, comment je pourrais phraser ça? De dire, je vais essayer de faire des économies d'énergie. Heu, donc c'est vrai que je vais aller vers ce qui, me nourrit. Encore une fois, donc c'est vrai qu'il y a la joie, mais il y a aussi le alors il peut y avoir un stimuli intellectuel que de faire tourner une machine un peu bizarre ou un logiciel qui va nous demander de penser un peu autrement. Mais des fois, on a besoin, que ça fonctionne tout de suite là maintenant parce que donc c'est de faire avec tout ça, en fait. C'est mmh. de rester j'aime bien, c'est vrai qu'il y a un côté chez moi, j'aime bien rester en éveil, et et de me dire que oui, je peux changer de méthode. C'est pas un problème en fait de changer de méthode, on a le droit de faire autrement. Mais c'est vrai que quelquefois, oui, il y a ce côté: «Ah zut, j'ai fait une petite compromission, j'ai fait un petit écart par rapport à ce que je trouve vraiment qui serait souhaitable» et mais de l'autre côté, les choses elles vont on fait aussi par petits pas quoi. Moi j'aime bien l'idée de se dire: «Ben, on fait au mieux quoi». Vous l'avez compris, cet épisode attend sa suite, qui est la suite de notre conversation avec Albert de Pétigny sur Homo sapiens, dont nous vous parlerons la semaine prochaine. Si vous voulez en savoir davantage sur Albert de Pétigny, le contacter, le rencontrer, vous trouverez, comme d'habitude, toutes les informations utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!